Salut tout le monde l'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour l'émission du 24 mars. Bienvenue à tous et à toutes sur le live. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou pour nous dire que vous êtes là sur le live, nous mettre un petit emoji pour nous dire comment vous allez en cette journée. Bah écoutez, émission classique aujourd'hui avec trois chroniqueurs, dont moi. Ah, on a Marg qui est là. Flavigno qui est là, bien sûr, comme d'hab. Mais on va le présenter. Yo Max qui est là également. Donc salut à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Et vous pouvez voir, il n'y a pas Colin pour l'instant. Colin va arriver avec un peu de retard. Mais vous inquiétez pas, on va voir sa petite tête ce soir. Donc Il ça a pas va, été ça va sage à faire l'école, donc il est retenu un peu plus longtemps. C'est ça. Donc, mais vous inquiétez pas, on va voir sa petite tête normalement ce soir, sauf s'il nous fait un petit. Sauf s'il nous mène en bateau, mais bon, on verra. Mais bon, ce soir, bien sûr, nous avons avec nous Flavien. Ça va Flavien? Salut, moi je vous avais dit, j'aurais cru quand Paris gagnait ce week-end. Je suis là, Écoute, pour l'instant, efficace. en même temps, Paris gagne tout le temps, donc tu seras là. Oula, pas beaucoup, là. Ça fait que la deuxième victoire de suite, hein. C'est jamais arrivé depuis le début de saison. Eh bah écoute, ton camarade aussi a gagné ce week-end. Etienne, comment ça va Etienne? Bah ouais, si je devais revenir à chaque fois qu'un père gagnait, bah là je serais là pratiquement tous les jours. Hein. Ça va? Vous allez bien? Impeccable, ouais, carrément. Prêt pour Carrément. aujourd'hui? Bah ouais, Ouais, limite, hein. en plus, c'est un débat intéressant, ça va être cool. C'est clair, c'est clair. Donc n'hésitez pas à rester jusque la fin. Je trouve que le focus est très intéressant aujourd'hui. Et l'interview, bien sûr, avec Steve Oyufat. Par contre, je le précise à ceux qui sont déjà là au début du live. Nous avons fait l'interview cet après-midi avec Steve, avec moi-même, car Jean-Denis Choulet a décidé de changer les plans des entraînements de Rohan et a dit bon les mecs, maintenant on a entraînement le mercredi soir. Donc ça a bouleversé, on va dire, notre planning pour Steve, mais il a quand même voulu venir avec nous et puis on a fait ça cet après-midi, donc ce sera enregistré, mais on va vous le passer tranquillement comme d'habitude. Bah écoutez, moi ce que je vous propose c'est qu'on commence directement l'émission avec les news comme vous avez l'habitude, donc c'est parti pour les news. Encore une, mais c'est complètement dingue. Et Cristiano Hop, c'est parti. Comme d'habitude, les news, comme chaque émission, chaque semaine, avec 3 news cette semaine, et quand même des belles news aujourd'hui. On va interagir un peu là-dessus. Comme vous pouvez le voir, le Niam qui signe à la JL Bourg, ça a été fait cette semaine, ça il me semble, mais on va en reparler. L'HTV, hier Toulon qui devrait se faire racheter, et puis pour finir, Rotten qui dit bye bye à l'élan béarnais. Ça va clash dans quelques minutes, mais du calme. On va commencer avec la première news avec du coup Laurent Leniam qui rejoint, news incroyable au niveau des entraîneurs, qui va rejoindre la JL Bourg l'année prochaine pour 2 ans, avec de très très gros objectifs pour la JL Bourg, du coup en recrutant ce coach quand même. De son côté, Dijon qui signe Kyle Meiling, c'est ça? Yeah, c'est ça, ouais. Qui va le Smiling. remplacer à Dijon. Incroyable de la JL Bourg de recruter Laurent Leniam. Justement, on en reparlait, il me semble que c'était les dernières semaines, s'il allait aller en Euroleague ou on sait pas trop. Et bah, on a eu notre réponse la semaine d'après. Qu'est-ce que vous en pensez, Étienne? Flavien? Bah Bon, vas-y, Etienne. ouais, honnêtement, c'est compréhensible. Même si la JL est au niveau du classement et en dessous de la JDA, ils ont quand même, on va dire, une structure qui leur permettrait d'aller voir un petit peu plus haut. C'est vrai qu'au niveau du budget, la JL a des grandes ambitions et le budget aujourd'hui de la JL est plus élevé que celui de la JDA. Donc forcément, on a plus d'espoir de voir une JL encore plus resplendissante l'année prochaine du côté de Bourg-en-Bresse. À voir si le Niam, enfin le Niam c'est un entraîneur qui aime bien, enfin qui a des joueurs qu'il aime bien et souvent il aime bien prendre les mêmes joueurs plusieurs fois. Donc à voir si de son côté, il va ramener peut-être Axel Julien ou David Olson, ça pourrait être sympa, ou Abdouloum, ça c'est un peu ou Alexandre Chassang, ça c'est un peu ces 4 soldats un petit peu qui ont fait le cœur de l'équipe de Dijon depuis certaines années. Et de l'autre côté, Kyle Meiling qui le remplace à Dijon et qui était au Corsair de Okoshima ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est Yokohama, pardon. Yokohama au Japon et qui a été ancien entraîneur du CSP à un moment.
Donc, Voilà. Flavien, qu'est-ce que t'en penses de toi? Bon, pas grand chose de plus à rajouter. Forcément, gros coup de la Gielbourg. Moi, je m'attendais pas du tout à ce qu'il aille là-bas, je vous avoue. Très surpris, mais agréablement surpris. Ça aussi confirme, du coup, comme disait Étienne, les ambitions de la JL sur les prochaines saisons. Là, c'est un contrat de 2 ans, c'est quand même assez court. Donc, ça veut dire que la JL veut avoir des résultats très rapidement. Et du coup, ils ont pris un coach à la hauteur de ses ambitions. Bah écoutez, on a un peu tous le même avis. N'hésitez pas à nous le dire, vous, dans le chat, votre avis sur cette arrivée à la Gielbourg. Grosse arrivée. Deuxième news cette semaine, on va en parler brièvement. Hier, Toulon, qui est actuellement en National 2, devrait se faire racheter par un investisseur. Donc ça colle bien avec notre focus de cette semaine. Hier, Toulon, ça fait combien de temps qu'ils étaient en Pro B? Bah, depuis que Paris est arrivé en Pro B, du coup. Depuis que Paris est arrivé en Pro B, donc Ça fait- c'est arrivé en 2018, dissolution 2018. du club professionnel. Bon, c'est une bonne nouvelle. Ah, bon, après, on va pas trop spoiler non plus le débat, mais pour moi, je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle pour ce club-là, de retrouver des investisseurs et un club qui était au bord du gouffre il y a 3 ans, qu'on a envie de revoir aussi au haut niveau. Là, vraiment, pour le coup. Donc, non, vraiment, c'est une bonne nouvelle. Faut voir aussi si le projet derrière, il est stable. Ah, Toujours comme d'habitude. Donc voilà, un club quand même qui a été historique dans le basket français, donc on verra ce que ça donne dans les semaines qui suivent. Et là, on va pouvoir se lâcher un peu plus sur la troisième news. Surtout Flavien, on va pouvoir se lâcher. Donc déjà, la fin pour Roten à l'élan Béarnais, que je vais vous citer ses stats. Donc il était à 0,5 points, 0,8 rebonds. Voilà, j'ai bugué. Ah. Est-ce que j'ai bugué? Ouais, j'ai l'impression que t'es un peu bugué, mais du coup c'est 0,5 points, 0,8 rebonds, 2,8 passes et moins 1 d'évaluation. Il y a combien de pertes de balles? C'est plus de 3, non, un truc du genre? Je vais te dire ça tout de suite, mais il me semble que c'est 3,5 ou 3. Et il Oui. a tapé un match où il a fait 6 ou 5, je sais plus. Ouais, du coup, là, c'était officialisé il y a quoi? Il y a même pas, il y a une demi-heure C'est par ça. le club, qui disait qu'il arrivait hors de forme, qui s'est pas bien entendu avec ses coéquipiers. Enfin bref, que ça a été une catastrophe totale. Si on a envie d'aller de clasher un peu, limite, on pourrait dire que n'importe lequel d'entre nous aurait des meilleurs stats en Jeep Elite en autant de matchs. Non, mais sinon, c'est sûr que c'est un mauvais coup c'était un mauvais coup de base. Enfin, c'était quand même une belle promesse parce que c'est un joueur référencé en NBA qui avait fait des choses. Ça n'a pas du tout collé et il était vraiment temps de s'en débarrasser pour essayer de trouver un nouveau joueur parce que maintenant, les Lambernais, 11 défaites de suite, ça commence à piquer. Ouais. C'est clair. J'ai Et quelques là, ça infos. sent la Pro B. Hein. J'ai quelques infos croustillantes à vous donner d'ailleurs par rapport à Tony Roten. Donc pour revenir sur ses balles perdues, il en a perdu 15 en 4 matchs, alors qu'il a joué 35 minutes. Donc en gros, il perd plus de... C'est un ballon pas à toutes les 2-3 minutes, quoi. Mais 2 Ouais, minutes. voilà. C'est ça, c'est ce qu'on se disait. Et du coup, déjà, première info, bah, du coup, ça a entraîné le départ de Dominique Ray, qui est le directeur général. Effectivement. On sait pas Président. trop. Ouais, le président, pardon, qui avait fait un peu l'arrivée de Tony Roten dans son coin, et au final, on voit que ça a pas payé. Deuxième chose, de ce que j'ai su, Rémi Lesca, Jérémy Leloup et Nicolas De Jong avaient déjà dit de base que si Tony Roten restait au club, il ne jouerait pas au prochain match. Donc le prochain match, il me semble que c'est ce week-end contre... Je sais plus contre qui c'est, mais... Enfin, en gros, il voulait pas le jouer, ce match-là, si Roten était toujours présent. Donc au final, Roten bye bye. Donc plutôt une bonne nouvelle, en tout cas pour les fans de basket, parce que voir un joueur comme ça, déjà sur un terrain qui est autant nonchalant, c'est un peu déprimant. De une, et puis voilà. Surtout pour les fans de Pau. Surtout là, il devait être à bout à avoir un joueur comme ça sur le terrain. Ouais, Bon, moi, j'imagine juste s'il y avait du public dans la salle. Ça m'aurait fait vraiment rigoler. Il faut se dire que les mecs quand même ont depuis qu'ils sont arrivés, enfin depuis que la saison a commencé, on a eu Shannon Evans qui a été super bon, Justin Bibbins qui s'est blessé assez vite et qui a pas convaincu, Manu Lecomte qui est resté très peu de matchs et qui n'a pas convaincu, Tony Roten qui est resté et qui n'a pas convaincu non plus,
Ils ont voulu avoir Taylor Rochesty et au final il a dit qu'il Ah, voulait pas se il mettre leur a dit non. normal, enfin à sa place, qui n'aurait pas dit, enfin c'est logique je pense. Même lui qui a pas de place, qui s'entraîne depuis 3 mois, s'il a pas pu rentrer en Israël, c'est chaud pour lui. Mm. C'est chaud plutôt pour l'élan. C'est chaud. Bon, mais non, n'empêche, on en reparlait, il me semble, dans les toutes premières émissions, ça faisait partie de nos tops. L'élan Béarnais, si tu te souviens bien, Flavien. Ouais, peut-être qu'ils avaient gagné un match. Non, franchement, au tout début, quand il y avait encore Shannon Evans et tout, rappelle-toi, on était. Bah, c'est vrai que quand il y avait Shannon Evans, ça il était dans le tournait, top. tournait bien, quoi. C'était pas, Et c'était si- pas 17ème. Quoi. Et si vous voyez sur le stream, normalement, pour ceux qui nous suivent, vous avez la possibilité de voter pour, avec la question le départ de Tony Roton, une bonne décision, oui ou non. On innove de plus en plus. Incroyable. Moi, par contre, dans ma réponse, je vais pas innover. Hein. Normal. Normal. Voilà. Bah écoutez, on a fait le tour des news très rapidement aujourd'hui. Voilà, on va pouvoir passer du coup directement au résultat de la semaine. Oh, Kaiden qui est là. Salut Kaiden, c'est plaisir de t'avoir sur le live avec nous. N'hésite pas à participer avec nous, à interagir, à dire ce que t'en penses. Et on va passer du coup directement au résultat de la semaine. C'est parti pour le résultat de la semaine. Oh my God! Oh my! Harlem Globetrotters! C'est parti. Les résultats de la semaine, donc du week-end, avec les matchs du 18 mars jusqu'au 23 mars jusqu'à hier soir, avec des matchs de Jeep Elite et les matchs de Coupe de France. Vous inquiétez pas, on va faire le tri. Pour la Jeep Elite, on va faire un brief des résultats avec la défaite du BCM contre la Strasbourg de Justesse. Ça te fait mal de le dire, hein. Ça te fait mal. Ça me fait très mal. 78-81 avec une fin de match incroyable, mais bon. On va pas revenir sur ce match. Il y a du mieux quand même. Il y a il y a du mieux quand même. Contre Strasbourg au départ de la saison, on disait on va se prendre une tôle, mais bon, là ça a tenu. Bon, on avait quelques absents quand même. Mais bon. on va pas faire, Nikolic fait beaucoup de bien, on en avait parlé et j'avais dit que peut-être ça allait être une sorte de move en panique, comme on dit quoi. Mais au final, on se rend très vite compte que c'est un joueur comme Cody Miller qui ont été un peu bannis du Partizan et qui font un super début qui réalisent de beaux débuts dans leur club respectif. Aiden, n'hésite pas à dire ce que t'en penses, toi, de Nikolic, mais c'est vrai qu'il est incroyable, il fait vivre le jeu au BCM. De ce côté, encore un revers pour le Portel avec une défaite 88-82 contre Champagne Basket. Ça commence à être mal là pour le Portel qui enchaîne les défaites. Ils sont on va le voir après, mais on en a parlé après, mais c'est vrai que au niveau du classement, ça commence à baisser alors qu'ils faisaient un bon début de saison quoi. Un bon début de saison. Le samedi, du coup le 20 mars, victoire de Monaco contre Cholet, c'est bête. Colin n'est pas encore là, on peut pas le narguer là-dessus. 87-76. Victoire incroyable de Roanne contre l'élan Béarnais encore. Incroyable. Incroyable. 80-60. Grosse victoire de Roanne qui enfonce encore un peu plus l'élan Béarnais. Encore du coup le dimanche 21 mars, défaite de Le Portel sur le terrain de l'élan Chalon, 89-75. Justement, ça va être notre match du focus des résultats de la semaine. Et pour finir en Jeep Elite, victoire de l'LDC Asvel après prolongation 96-92 contre Nanterre. Très gros match, hein. Ils se sont fait peur encore une fois, l'Asvel là-dessus. Non, ils auraient dû perdre surtout. Ils auraient dû perdre, franchement Nanterre a mérité. Donc ils ont eu chaud. Et dommage pour Nanterre parce que sincèrement ils méritaient totalement. Mais du coup, du côté de la Coupe de France, ça continue aussi. On a nos demi-finalistes, c'est ça si je dis C'est pas ça. de bêtises. Là j'ai mis, alors je sais pas si les gens le voient, mais je l'ai peut-être mis la photo un petit peu trop petit, mais il y avait les affiches de la Coupe de France. Bah, je vais en parler s'ils en voient pas. Du coup, victoire d'un point de l'Asvel 74-73 contre le Valois. De son côté, Orléans qui s'est qualifié 84-78 contre le MSB. Dijon qui met plus 20 à Strasbourg, 83-63. Puis de son côté, encore une défaite pour le BCM avec contre Limoges, 72-65.
on n'a rien pu faire non plus. Donc on a nos demi-finalistes avec, si jamais vous le voyez trop petit. Normalement, j'ai avec- modifié, c'est un petit peu mieux. Ok. Normalement. Donc avec Dijon contre Orléans à 20h le mardi 6 avril et le jeudi 18, c'est ça? 18 avril? Le jeudi 15 avril 2021, 15 Lyon-Asvel, Lyon. Lyon, Asvel. Donc, Limoges. vos pronostics? Qu'est-ce que vous pensez pour la finale? Un petit Hmm, Dijon Asvel? Bah, moi, bah, forcément que ça paraît le plus probable en tout cas. Bah, vu. Surtout ça- que l'Asvel a battu Limoges il y a pas longtemps. Après, Semaine dernière. ça va dépendre en fait. Ça va vraiment dépendre les joueurs que vont trouver Orléans en fait d'ici là. Parce que si d'ici le 6 avril ils arrivent à choper un bon joueur, ça peut clairement le faire. Et ils peuvent clairement battre Dijon sur un match sec en tout cas. Parce que c'est une équipe qui a beaucoup de cœur et beaucoup d'âme, je trouve. Et on l'a vu avec les blessures de Darius Johnson-Odom et de la montée Ulmer où ça a impacté vraiment l'équipe. Donc je mettrais peut-être un petit billet pour ceux qui aiment bien parier sur le basket. Je mettrais un petit billet sur Orléans. Et juste pour terminer sur la question de Caden qui a dit est-ce qu'on a des news sur la blessure de Travis. Alors a priori il a mis Je un crois que tweet. c'est fin de saison, non? Non mais il a mis un tweet là cet après-midi. Je vais vous ressortir ça. Attention, Colin. L'arrivée de Allô Colin avec nous. Salut Colin, ça va? Il faut que. Ça va et vous? Impeccable. Ah, t'arrives impeccable. pile au bon moment, comme ça Etienne il a le temps de chercher sa Yes. petite info. Ouais, c'est God always got me. Donc faites la traduction, ça veut dire que Dieu est toujours avec moi quoi. Et que. À peu devrait près. Et que donc c'est peut-être une bonne nouvelle. Après, c'est plus de la pure interprétation, je pourrais pas vous dire à 100% si c'est le cas. D'ailleurs, je reviens avant d'intervenir avec Colin. Kaiden qui a dit sur Nikolic, très gros joueur ce Nikolic avec un sacré tir à 3 points. Une très belle vision de jeu malgré qu'il n'a pas joué depuis un an. Il rajoute un sacré plus dans l'effectif parce que Corey Davis c'était pas trop ça. Tout à fait d'accord avec lui, franchement. Des fois, je sais pas si vous avez regardé un match. Mais bon, je pense pas. Des fois, il nous sort des tirs à 3 points incroyables. Franchement, Ouais, bah, en fait, là, il y avait une stat l'autre jour qui disait qu'il avait pris plus de tirs à 3 points que de tirs à 2 points. Donc, depuis le début de la saison, il me semble. Franchement, un 3 points, un monstre. Du coup, voilà, n'hésitez pas à nous dire dans le chat, vous pensez qui en finale de Coupe de France. Du coup, nous, on est plutôt Étienne Parion Sport est parti sur un petit Orléans. Et moi et Flavien, du coup, on part normalement sur la logique avec un Dijon Asvel en finale de. Ah, allez, moi je dirais Limoges quand même, allez. Ah Quand ouais, même. quand même. Ouais, allez. Un peu de Pour- fantaisie. Orléans pour- Limoges. Pour la. Non, Allez. Dijon-Limoges. Un petit coup de chaud de Nicolas Lang qui a une ex qui vient de Lyon, on sait jamais quoi. Voilà, c'est ça. Hop, 35 points, c'est vite arrivé. Oh, attention, Antoine qui interagit dans le chat. Si c'est Dijon Asvel, c'est Asvel qui va repartir bredouille encore. Oh, le fumier. Et bah écoutez, on va passer du coup sans tarder à notre match du focus. Le focus sur l'élan Chalon contre le Portel. On a choisi ce match parce que quand même ça enchaîne pour le Portel les défaites. Ouais, Marg qui interprète très bien notre ressenti sur Limoges dans le chat. Sinon, on va continuer avec du coup le match l'élan Chalon contre le Portel après qui a gagné 89 à 75. De ce fait, le Portel qui descend, qui était il me semble avant 8ème au tout C'est début, ça. 8ème et qui est là maintenant descendu à la 15ème place. Ça fait très très mal pour le Portel. Et de son côté, Léon Chalon avec du coup l'arrivée de Martin Smeyers d'Arstana qui retrouve des poils. C'est quoi la citation? Il retrouve du poil de la bête. C'est Ouais, ça il retrouve du poil de la C'est bête. ça. C'est ça, Donc, c'est carrément ça. incroyable. Etienne, attends, je vais juste dire les stats de Martin Meyers. Avec 32 dévals, 21 points, 6 rebonds et 3 blocs de son côté. Incroyable. Note à French Basket Europe dans le chat qui dit que c'est un Basket, très sérieux, excellent joueur. Effectivement. Je vais dire pour ma part, je l'avais vu à Astana, parce que du coup, je regardais les matchs d'Astana. Franchement, il était très très bon et quand j'ai vu ça, qu'il est arrivé en Jeep Elite, je me suis dit, bonne pioche pour l'élan Chalon. Carrément. Là, carrément, il démontre ce que j'avais pensé. Un petit mot, Étienne, là-dessus? Bah déjà de une, ça montre aussi que les petits mouvements qui ont été faits du côté
de l'élan Chalon ont fonctionné, puisqu'on voit qu'il y a une belle série qui est en train de se profiler depuis qu'il est arrivé. Hop, je vais juste redémarrer la vidéo pour que vous voyez. Et donc il a été élu MVP de la semaine avec tu t'as donné les stats, hein, mais ouais, je le trouve très très précieux. Il a des belles, enfin surtout il est très très grand. Il doit faire de mémoire c'est 2m6 ou quelque chose comme ça. Il est assez mobile et ouais, c'est physiquement, c'est un, comme dit Kaiden, c'est un régal à voir jouer. Et forcément, après, il n'y a peut-être pas de lien de cause à effet, mais depuis qu'on a interviewé Ismaël Roche de l'élan Chalon, bizarrement, l'élan Chalon va beaucoup mieux. Je veux pas. N'hésitez pas à vous faire interviewer par nous. Votre équipe va. Donc, parier sur une victoire de Rouen ce week-end, quoi. Pourquoi une victoire de Rouen? Bah, Steve Oui, Oyufat. parce qu'on je crois qu'on a eu Steve ok. Oyufat tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai. Non, mais j'étais en train de me dire ce qu'il était en train de dire. C'est pas bon de boire trop d'alcool hein, avant le live. Oula, on a un pavé. On a un pavé là de The Bay Real. Donc le Portel en grosse difficulté ces derniers temps. Je sais pas ce qui se passe, mais des débuts de match où les joueurs sont à côté de leur pompe. Ça fait 3 matchs de suite où ils le sont à moins 10 à la fin du premier quart-temps. Un secteur intérieur plutôt faible et pas vieillissant. Trop compliqué pour survivre en Deep Elite. Il va falloir modifier certaines choses et vite. Sinon le Portail va continuer sa descente aux enfers très vite. Le Portail. Non, vous inquiétez pas, il y a quand même des équipes qui sont beaucoup plus faibles. Hein. Je pense, ouais, t'inquiète pas, The Real Beef, je pense que... Pour survivre en Deep Elite, il faut juste être un poil meilleur que Boulazac et les Lambernais quand même. Hein. Ça va. Mais c'est vrai que là c'est très inquiétant pour le Portel qui continue à descendre. On se disait ils ont quand même un ressursaut d'orgueil, un sursaut d'orgueil par rapport à l'année dernière. Ils se sont dit merde, on était quand même à ça de passer en Pro B. Je sais pas s'il y a un lien, mais depuis que Boris Dalot était, enfin au moment où Boris Dalot était blessé, là il est revenu depuis 3 ou 4 jours. C'est vrai que l'équipe allait beaucoup moins bien. Et McIntosh, qui avait un gros impact au début, va commencer à avoir un petit peu de... je viens de voir la blague d'Antoine. Et ouais, qu'est-ce que... j'ai pu... ouais, c'est ça. McIntosh a un peu moins d'impact, et voilà. Et Georgie Joseph un peu moins aussi. Enfin, tout le monde a un peu moins d'impact, donc forcément. Je pense que là, ouais, du coup, il n'y avait pas Boris Dalot. Je pense que ça va revenir, et comme il est revenu de blessure. Je pense que si ça remet au sérieux, ça va clairement bien le faire. D'ailleurs, il y a Kaiden qui a dit on invite Papsi du coup. Let's go. Prochain invité Papsi si ça vous va l'équipe. Avec grand plaisir. Ah bah ouais. Ça reste quand même un joueur qui a été quand même drafté en NBA. C'est vrai. Même si aujourd'hui on voit qu'il est un petit peu plus en difficulté, et je pense que tu me diras pas le contraire. C'est vrai que, il est peut-être pas assez exploité. Ça reste un super joueur. Il a quand même fait une belle carrière quand même avant, quand il était à Gravine. Carrément, ouais. Donc, ouais, pourquoi pas. Écoutez, Kaden, je vais faire de mon jeu. On va voir, on va essayer de l'inviter sans souci. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous avez des idées de joueurs, parce que à chaque fois c'est nous qui devons nous creuser la tête. N'hésitez pas à nous dire s'il y a un joueur en particulier que vous voulez voir dans l'émission. Et pas forcément un joueur, hein, pas forcément un joueur. Ouais. Si vous voulez un coach, n'importe qui, vous nous le dites et on essaiera de faire le maximum. Bon, on sait que Jean-Denis Choulet est pas disponible le mercredi soir déjà. Ouais, déjà on sait. Trop occupé à gueuler. Ouais. Pour ceux de YouTube, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires si vous avez un joueur ou n'importe que vous voulez voir dans l'émission en interview. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit pouce bleu sous la vidéo. Non mais tu fais bien de dire ça parce que il y a une stat très importante, là on fait vraiment un gros aparté là. Il y a une stat très importante, il y a 80% des gens qui regardent les vidéos YouTube qui ne sont pas abonnés. Il y a que seulement 20% des gens qui sont abonnés qui regardent. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube. La petite cloche, ouais, activez la cloche. Là de 80%, ça fait beaucoup quand même, donc abonnez-vous sur YouTube et tout ça. Bref, on finit la partie. Donc sur ce match, ouais, on a parlé du coup le Portel qui sombre, mais du coup de son côté, depuis que Martin Smeyer qui est arrivé, ils sont de mieux en mieux, donc on leur souhaite de continuer là-dessus de leur côté. Je sais pas si vous avez un autre mot à dire sur ces deux équipes. Non, c'est très bien. Enfin, moi je suis content pour l'élan Chalon parce que même si c'est pas l'équipe que je supporte le plus, c'est une équipe qui est pour moi indispensable dans le paysage du basket français. Si je puisse m'exprimer ainsi.
Bah écoutez, on va pouvoir introduire Colin quand même. Parce que là, Colin est mis sur le côté depuis tout à l'heure, il est arrivé et... Ah, il Ça a va, pas mis Colin sa caméra, c'est pour ça. Il fait croire qu'il est dans la salle d'attente, mais on veut voir sa tête là. Hein. Je suis là. Ça va Colin? Ça va très bien. Bon, est-ce que t'as ta petite caméra aujourd'hui? Je l'ai. Ah, Oh là là. Est-ce qu'on va la lancer tout de suite? Ah, comme Bah, vous il faut- voulez, hein. Moi je peux. bah vas-y, on attend que ça. Hein. Attends que ça. Écoute, Je suis en mort. plus, il y a, on est au plus, il y a le plus, il y a le plus de spectateurs en plus sur le live. Tout le monde attend ça, Colin. On attend. Il y a Kaiden qui dit Julien Mahé. Ah, Ah là 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 là. Ah. Le là. ah, je suis obligé de refaire tout mon Voilà. setup du coup à cause de lui. Parce que ça a décalé toutes les caméras. T'inquiète, pas de soucis, pas de soucis. Ça va, Colin? Ça va très bien. Ça a été ta journée? Ouais, super, hein. Bah, comme d'hab, une journée de cours. Hein. Alors que Cholet a perdu ce week-end. Putain. Ouais, faut pas le dire. Après, c'est Monaco, donc c'est logique. Bah voilà, bah vous avez Colin enfin qui est avec nous. Ah, on le voit, Ouais. on le voit enfin avec nous. Enfin, Donc Avec voilà. sa 100 000 vues la prochaine vidéo, selon Antoine. Je crois qu'il aime Une bien les fourchette basse. chaussures. Je crois qu'il aime bien les chaussures, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. T'aimes bien les Nike, toi, non? ouais, un peu. J'ai d'autres boîtes, Bon, mais... il y a Kaiden qui dit Julien Mahé, coach of the year. Ça, pourquoi pas voir Bah Julien pour, Mahé, pour le Pro B, je pense pas qu'il y en aura d'autres. Hein. ça serait pas bien. Pas bien. Ça serait pas mal plutôt, justement. Bah écoutez, justement, en parlant de Pro B, on va passer directement du côté de la Pro B avec Flavia. Donc c'est parti pour du côté de la Pro B, c'est parti. Jingle. C'est parti. Bon, tu veux me lancer ou bah, du coup je me lance, c'est ça? Vas-y, je te laisse la main. Ok, bon, bah, encore une grosse semaine en Pro B où on va faire plaisir à notre cher Antoine dans le chat parce que son équipe s'est fait rouler dessus. On va commencer déjà par les résultats, après on fera le top flop. Donc, niveau des résultats, ça a commencé vendredi avec la grosse victoire de Saint-Quentin. On parlait de Julien Mahé, voilà, vive le SQBB pour Antoine. Oui, à d'autres, s'il te plaît, on n'est pas dupes, quand même. Donc une victoire de Saint-Quentin 89 à 66, qui confirme largement sa domination depuis le début de saison. Et l'effet surprise totalement. La victoire à domicile de Blois contre Rouen. La large victoire aussi de Vichy-Clermont contre Saint-Chamond, dont on va reparler tout à l'heure comme notre flop. C'est Fos-sur-Mer qui a eu beaucoup de mal contre Poitiers. C'est en prolongation, je crois. C'est ça, ouais, Ou- carrément. Ouais, j'ai vu le match, je me souviens plus, c'était des prolongations. Ah, ils doivent pas le perdre, Poitiers. Ils ont été longtemps devant, et en fin de match, ils se sont fait un peu, ils ont un peu failli. Ils ont pas forcément non plus l'expérience et les qualités pour finir les matchs. Mais c'était vraiment encourageant pour Poitiers, qui perd donc d'un petit point 90 à 89. Notre top du coup de cette semaine, ça va faire plaisir à Étienne, c'est Quimper qui s'est imposé à Antibes. Bon, c'est pas non plus un exploit, hein, on va pas se mentir. Une victoire 73-58. La victoire, pardon, c'était dimanche. On a eu deux matchs sur France 3. C'était la victoire de Nancy contre Nantes 66 à 58. Et dans la revanche parisienne contre Denain, la victoire de Paris 80 à 72. Avec les excellents commentaires de France 3 Paris. Ce que je vous propose du coup, c'est qu'on passe au top flop. Étienne, c'est toi qui me dis, c'est top ou flop tu veux commencer par lequel? On va commencer par le top. Et ben on va commencer par le top. Et bah tu sais quoi, je vais limite te lancer directement sur Quimper, qui vient d'enchaîner sa deuxième victoire consécutive. Ils ont fait très très mal à Denain la semaine passée. Ils ont battu Antibes cette semaine. C'est notre top cette semaine du côté de la Pro B. C'est ça, hop. Normalement, on voit les caméras de tout le monde avec ma caméra en premier plan. Ouais, du coup, le top, c'est... Bah, déjà, n'hésitez pas à dire dans les commentaires quel est votre top, vous, de la semaine. Parce que je sais qu'il y a quand même
Enfin, il y a beaucoup forcément Ah, de personnes qui vont On nous était, dire. on n'était pas forcément tous d'accord sur ce top-là dans la semaine, mais du coup, c'était bien. Ça veut dire qu'il y a eu quand même des belles choses cette semaine en Pro B. Alors, apparemment, il y a un problème de score. Ah oui, oui, je me suis trompé sur le score, je Oui, viens de oui. capter. Il n'y a pas eu le même score. Contre Denain, vous avez gagné de 25 points, quelque chose comme ça. C'est ça. Mais je vais. Donc là, en gros, pour vous expliquer, Quimper a eu un bon début de saison. Après, ils ont eu quelques victoires qui étaient un peu, on va dire, décevantes face à des équipes comme Nancy ou Blois ou Saint-Quentin. Et là, depuis 2 matchs, ils se sont repris, notamment la grosse défaite, la grosse défaite d'Antibes et la grosse défaite de Denain. Antibes, c'est moins surprenant, mais Denain, ça l'était un petit peu plus quand même, parce que ça reste, c'était le leader du championnat avant cela. Et donc ils sont sur 2 victoires consécutives, 9 victoires et 3 défaites. Et on voit quand même que les 2 hommes forts de cette équipe, les deux patrons. L'année dernière, on avait Dussoulier, Jackson et Moneke. Cette année, on a Baptiste Chouafé et David Jackson qui marquent en général 30,8 points seulement à eux deux. Donc, c'est déjà un gros volume au niveau d'une équipe qui marque autour de 70 points par match, un peu plus. Donc voilà, très très satisfait. Donc le score entre entre Denain et Quimper, c'était 58-80, c'était pas 58-73. Donc je vais aller vous corriger ça tout de suite parce que sinon ça va me stresser. Mais ouais, je suis plutôt content je trouve que l'apport de Billy Novac apporte énormément. Le nouveau joueur qu'on va présenter tout à l'heure. C'est rassurant vu le prix qu'il a coûté au club, mais voilà, je suis plutôt satisfait de ce top de la semaine. Si on fait un petit point classement, Quimper qui avait un poil de retard, maintenant s'est replacé égalité avec Saint-Quentin en tête du championnat, devant des équipes comme Fos-sur-Mer, Nancy, Blois, enfin, voilà, les grosses écuries de la Pro B. Et c'est vrai, tu le disais, il y a eu un temps d'arrêt à un moment dans la saison. Il y a eu des défaites. En fait, globalement, la première défaite à domicile a coupé vraiment les jambes. Donc c'était contre Saint-Quentin en février, si je ne me trompe pas. C'est ça, ouais. Ça a un peu coupé les jambes, je trouve, à Quimper, qui a mis un peu de temps à retrouver du rythme. Aussi, il y a eu la trêve qui a peut-être fait du bien. En attendant, on retrouve une équipe de Quimper dans ses standards, défensifs en tout cas. Surtout, ouais. Ouais, voilà, surtout, et c'est aussi par là qu'ils construisent leur victoire. Et qui s'est vraiment bien placé dans. Bon, on va pas encore parler de course de titre, mais parce qu'on a fait un tiers de la saison, hein, mais Quimper qui est bien lancé pour le rush qui va arriver en avril. Ouais, mais on peut parler aussi, en fait, c'était l'absence de Varanoskas, donc le meneur lituanien qui s'est fait remplacer par Billy Novac en tant que pigiste. Forcément, du coup, Pontance avait un plus grand nombre de minutes à accumuler de son côté. Donc c'était plus difficile pour lui aussi d'enchaîner les matchs. Et physiquement, il avait un petit peu de mal, on le voyait. Et David Jackson aussi avait un petit peu plus de mal physiquement. Donc forcément, l'addition de toute cette fatigue a provoqué les défaites qu'on a eues. Mais plutôt content du renouveau de Quimper. Je te propose, Étienne, qu'on enchaîne sur le flop avant de passer à Billy Novac. C'est ça. Notre flop, j'ai pas le nombre de défaites en tête de suite qu'ils ont. C'est Saint-Chamond qui est actuellement 14e du championnat. 4 défaites consécutives. Tu les as 4 là, les défaites 4. consécutives. Ce que j'ai regardé sur les 5 premiers matchs, ils étaient à 3 victoires et 2 défaites. Et là, ils sont à 4 victoires et 9 défaites. Donc ça vous donne un peu le niveau et surtout la dynamique dans laquelle est cette équipe qui a vraiment mal. Moi, je les ai vus, du coup, quand ils sont venus à Paris, c'était la semaine dernière. Franchement, je crois qu'ils prennent moins 27 et ils font un non-match total, mais en fait, j'ai vraiment l'impression que cette équipe, c'est son niveau, en fait. Et qu'ils sont... là, ils n'ont pas gagné depuis le 29 janvier en championnat, ça va faire 2 mois. Et c'est pas anodin, faire attention. On en parlait un peu, nous, en off. Est-ce que Alain Tinet n'est pas en fin de cycle avec cette équipe? Lui qui disait viser le maintien, concrètement, Saint-Chamond risque de pas viser autre chose cette saison. Et je sais pas ce que toi t'en penses, Étienne, mais cette question elle mérite d'être posée. Et je pense même limite que la réponse c'est oui, il est en fin de cycle là-bas avec cette équipe.
Bah en fait, il y a un nom qui court beaucoup autour de Saint-Chamond depuis quelques années. Depuis son départ de Roanne, c'est celui de Laurent Pluvy, qui avait eu des opportunités pour aller notamment à Poitiers ou des choses comme ça. Et c'est vrai qu'on a entendu beaucoup le fait qu'il était il préférait être assez proche de sa famille et de rester dans la zone de Lyon, là où il réside. Et donc Saint-Chamond, ça me paraîtrait être le lieu idéal. Donc c'est vrai que là sur les défaites pardon qu'on voit, bah c'est vrai que Souffle c'est un petit peu plus dommage, mais tu vois par exemple Saint-Quentin, Paris et Vichy, est-ce que c'était des équipes qui étaient prenables pour une équipe comme Saint-Chamond? Je pense pas, quoi. C'est pas, en fait, c'est aujourd'hui ils ont plus leur place dans le top 8, tout simplement parce que leur effectif ne leur permet pas d'être dans le top 8. Alors que l'année dernière ils avaient des bonnes pioches comme Djure Skivic, l'ailier fort, qui était un superbe joueur, le croate. Leur pivot, j'ai un doute sur le fait que, il me semble que c'était Sean King, un mec qui venait de Grenade, Je m'en souviens plus. ou alors il était à Denain, je sais plus. Non, il me semble qu'il était à Denain. Mais ouais, ils avaient des belles bases l'année dernière, et cette année, ouais, je trouve que leur recrutement a été un petit peu moins bon. Axel Bouteille, ouais, qui est non, Théo Bouteille, pardon, Théo Bouteille, ouais, qui était un ancien Parisien et qui était arrivé la saison dernière. Bah, il s'est blessé là, il a loupé blessé, 4 ouais. ans là, cette année. Il s'est blessé et puis il a un peu de mal à revenir, et c'est vrai que c'était peut-être l'un des meilleurs shooters de l'équipe, et on voit qu'il a du mal à revenir. Non, et puis voilà. dans les shooters aussi, t'as Sofiane Bricki, mais qui est encore jeune, hein, qui a 21 ans. Et cette équipe, elle se base sur 2 joueurs globalement, hein, qui sont Jérôme Cazeneuve et Marcus Relford. Et bah, quand ils sont pas dans un bon jour, ou qu'ils sont bien défendus, globalement, cette équipe, elle est limite incapable de marquer. Ouais. Et c'est ça qui fait très très peur en fait. Et un joueur qui peut être vraiment utile, je pense, qui pourra rendre des fiers services à d'autres équipes s'il il est amené à partir de Saint-Chamond, c'est Guichard, qui depuis 1 ou 2 saisons, qui est le meilleur passeur français de la division, et qui, je trouve, a une façon de gérer son équipe, gérer le tempo, qui est ultra intelligente. Bon, là, ça se reflète pas dans les résultats, mais moi j'aime beaucoup ce joueur aussi, qui est ultra altruiste. Et donc il y a Edern45 qui nous dit: bonsoir, j'arrive juste à Tiney en poste depuis 2010, il est temps de partir pour lui. Bon, je crois qu'on est On est tous d'accord là-dessus au moins. Ça, parce que je saurais même sûr. pas dire l'âge qu'il a, mais après c'est vrai que il a 75, je crois. c'est pas forcément une fin de De toute façon, enfin, je sais plus combien il est, mais on me l'a dit la semaine dernière. Mais moi, je l'avais en conférence de presse en face de moi il y a 10 jours. Et tu le sens, bah, il venait de prendre moins 27, donc je peux comprendre qu'il soit pas spécialement enjoué, hein, mais je le clair, sentais vraiment abattu. Et il disait qu'ils avaient beaucoup de travail à effectuer pour essayer de revenir dans leur saison. Et je suis pas persuadé que cette équipe y arrive forcément. Ouais. Je suis un peu inquiet. Alors, il y a des équipes qui sont beaucoup plus faibles. Puisque alors là, le match vient de commencer il y a 10 minutes, j'ai pas le score sous les yeux, mais il y a Grisebourgofen qui est bien plus faible. Mais attention à Saint-Chamond à pas se retrouver dans un faux rythme dans cette saison et se retrouver à quelques journées de la fin à devoir batailler pour le maintien avec des équipes comme Poitiers, comme Antibes. Voilà, attention à la fin de saison. Je te propose qu'on passe à ton focus. Là, juste Sympa d'ailleurs. Comment? Alors, je dis salut à Otari Sympa qui. Salut. Et bah du coup on passe sur le focus ça. Pro B, et on passe sur le focus sur Bilinovac, le nouveau joueur de Quimper. Et juste un petit point score par rapport à la Pro B, on a 14 pour Souffle et 10 pour Nancy, et Nancy qui vient d'enregistrer l'arrivée d'un nouveau joueur. Puis il s'agit de Bruno Singilamata, qu'on a pu voir notamment du côté de Grise, de Boulazac cette saison, de Tours il y a 3 ou 4 saisons il me semble, et qui est ailier fort et qui remplace Vincent Van, qui est out pour 6 mois puisqu'il a le syndrome d'Aglung. D'Anglund, je sais plus comment on dit exactement, mais c'est un souci au niveau du tendon du talon. Voilà pour le point Doc Etienne. Et pour le coup de cœur, du coup, c'est Josip Bilinovac. Alors, en voyant ses stats, vous allez me dire c'est pas foufou. C'est vrai que au niveau de son apport, c'est un petit peu difficile pour lui pour l'instant, mais je trouve que qu'il dégage quelque chose d'assez serein, et c'est hyper important quand t'es meneur d'apporter de la sérénité. Une sérénité qui est communicative aux yeux de tes coéquipiers, et surtout
Ce que j'aime beaucoup avec ce joueur, c'est sa défense. C'est un très très gros défenseur. On l'a vu face à Denain où Stephen Brown a pas du tout existé. Pour Antibes, bon, forcément, Gédéon Pitard n'a pas existé, mais est-ce qu'il existe dans beaucoup de matchs depuis quelques matchs, j'ai l'impression qu'il commence à avoir un petit peu du mal physiquement, dû au fait qu'il est le seul meneur, on va dire, pur meneur qui a sa place en Pro B, puisque Vincent Msalem est encore en progrès et je pense que d'ici 2-3 saisons, ça pourra devenir un gros joueur. Mais ouais, Billy Novac qui a su suppléer à merveille Veranoskas en apportant beaucoup de défense, et on voit que depuis qu'il est arrivé, là on l'avait vu les scores pour Denain et pour Antibes, les scores étaient, enfin les points encaissés au niveau défensif étaient en très très grosse baisse. Voilà. Bah, écoutez, Ah bah, un joueur qui a bien su rentrer dans l'effectif de Quimper. Je me souviens, ça parlait de Matic Rebec plutôt à sa place juste avant son arrivée. Ouais. Et finalement, c'est la bonne pioche pour Quimper. Voilà pour la Pro B. bah, écoutez, merci les mecs pour votre chronique Pro B. Ça fait plaisir d'avoir chaque semaine vos avis sur les matchs. Et du coup, le petit coup de cœur d'Etienne, il a pu se faire plaisir cette semaine. Et Antoine C'est ça. qui est en train de pleurer là. T'inquiète, Flavien ou Antoine, on mettra. Non, je trouve Antoine il a déjà eu son coup de cœur. T'inquiète, Flavien, t'auras le droit à ton coup de cœur la semaine prochaine. Ah bah si Paris gagne ses 2 matchs ce week-end, je peux vous dire que le coup de cœur sera Paris. Le top et le coup de cœur. Et bah écoutez, on va passer tout de suite avec sa petite caméra. On va passer du coup directement au flashback de Colin. Donc bah écoutez, c'est parti pour le flashback de Colin. Jingle. Peut-être que moi, j'aurais pas la caméra. Ok, pas de soucis. De changer. Hop. C'est bon, c'est parti. Donc c'est parti, Colin, je te laisse la main pour ton flashback. Juste avant, il y a EDR45 qui dit vous parlez pas de Pau. Bah écoute, On en a parlé dans les news, mais on en a va parlé peut-être en reparler tout à l'heure. on va en reparler juste après le flashback de Colin dans le focus, donc n'hésite pas à rester parce qu'on va en reparler juste après dans le focus. Et on a déjà commencé à les tailler un peu dans dans les news, mais je pense qu'on va les tailler un peu dans le focus. Mais bon, je te laisse la main, Colin, c'est parti, je te laisse ta main avec ton flashback. Et bah, cette fois, on parlait de la March Madness. C'est l'un des plus grands événements sportifs de l'année aux États-Unis, qui se déroule du 17 mars au 8 avril. Les Américains délaissent donc la NBA pour la March Madness. Organisée chaque année depuis 1939, la March Madness est le tournoi de basket universitaire américain disputé à la fin de la saison régulière. Il regroupe un total de 68 équipes de tout le pays. Et ils vont s'affronter dans des matchs à élimination directe pour le titre de champion. Ce gigantesque tournoi étalé sur 3 semaines donne lieu à des résultats imprévisibles et à des scénarios de matchs fous. Et cela passionne donc tous les Américains et les fans de basket. La March Madness se joue autant sur le terrain que dans les tribunes, le sport universitaire étant très suivi aux États-Unis, avec un bon engouement, beaucoup de monde qui vient au match, donc c'est très plaisant à voir. Le basket ne fait pas d'exception à la règle, avec les stades pleins à craquer et ses supporters surexcités. L'ambiance y est bien, plus déjantée qu'en NBA. Bon, pour moi là-dessus, je suis peut-être pas d'accord. Il y a surtout, quand on regarde les playoffs NBA, c'est quand même bien mouvementé aussi. La forme du tournoi, à l'élimination directe, participe à l'engouement collectif. Elle donne lieu à des matchs à suspense total et à des surprises qui rendent presque impossible tout bon pronostic. Et ça rend fou aussi les fans de basket d'avoir de super scores et de super matchs. La March Madness est également pour beaucoup de joueurs le dernier tremplin avant la NBA et donc l'occasion pour les spectateurs de voir jouer peut-être de futures stars. Cette année, la March Madness accueille plusieurs Français comme Nicolas Eftimov, Clarence Nadolny, Josaphat Bilo, Yves Pons et Joël Ayayi. Donc je ne sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter que j'ai pu à dire. Bah, Joël Ayayi fait partie des favoris pour aller chercher le titre avec Gonzaga cette année. Hein. Ils étaient invaincus en saison régulière et ils sont toujours
toujours en lice. J'ai vu un résultat cette nuit. Non, non, ils sont toujours bien partis. Moi, je trouve ça cool qu'un Français soit dans les équipes qui puissent être champion de la March Madness. Le dernier Français qui gagne la March Madness, vous avez c'est Joachim Noah, peut-être, non? Je pense avec les Gators de Florida, ouais. Ouais, à semble mon que c'est avis, et ça fait un petit moment quand même, donc super cool de voir des Français déjà à la March Madness et en plus briller parce que je l'ai dit, plus que titulaire à Gonzaga, c'est un des piliers de l'équipe. Et du coup, par la même occasion, on avait évoqué le cas de Tariq Abdul-Diarad, qui était de base s'appelait Olivier Saint-Jean, mais qui était du coup le premier Français à avoir participé à la March Madness sous les couleurs de Michigan, puis de San Jose State. Voilà, donc on voulait lui faire un petit clin d'œil, et là actuellement, de mémoire, il est coach pour une équipe féminine, il me semble. Voilà. Bah écoute, merci Colin pour ton petit Pas flashback. de soucis. Pas de soucis. Et puis on va passer du coup directement au focus de la semaine. D'ailleurs, je vous le redis pour ceux qui n'étaient pas là au début du live, Etienne a réussi à vous mettre des petits sondages quand on va avoir besoin de votre avis, tout ça. Donc n'hésitez pas, Etienne vous le dira. Si jamais vous devez répondre à certains sondages. D'ailleurs, je pense qu'on va vous en mettre un juste tout de suite, juste après pour Carrément, ouais. pour le focus. Mais donc c'est parti, du coup directement pour le focus, c'est parti. Mais c'est pas possible! Mais c'est pas possible ce match! Il est fou furieux! Voilà. Le focus de la semaine, pour ceux et celles qui ne savent pas ce que ça signifie, le focus de la semaine, eh bien, évidemment, il s'agit d'un focus, une question à laquelle on répond tous ensemble ou auquel on débat, etc. Cette semaine, on vous a fait participer sur les réseaux, sur Twitter et Instagram, pour la question autour des investisseurs, des investissements dans le basket. Donc, par ça, on entend le rachat des clubs, tout ça, comme Paris. Donc on a Flavien qui est bien placé pour en parler. Et pourquoi pas l'élan Bernet qui songe et qui va peut-être se faire acheter. Et comme on a dit dans les news, peut-être l'HTV hier Toulon qui va peut-être se faire racheter dans les semaines et les mois qui arrivent. Du coup, on va tout de suite débattre autour de cette question et on voulait débattre avec vous pour savoir. N'hésitez pas à nous dire dans le chat. J'ai mis un petit choix réponse, un petit sondage pour demander est-ce que vous êtes pour ou contre que le basket. Donc on va le laisser 5 petites minutes et comme ça vous avez tous le temps de répondre. Écoutez, voilà, donc, n'hésitez pas à répondre. On veut savoir si c'est bien ou non ces investissements dans le basket français. Donc là, bien sûr dans le basket français. Et je sais pas, c'est qui veut se lancer en premier, qui a un avis. Je pense plutôt toi, Flavien. Qu'est-ce que tu en penses de ça, comme ton club a été créé par rapport à ça? Ouais, je peux démarrer. Du coup, forcément, moi, je peux pas. C'est difficilement vous dire que je suis contre. Pour plusieurs raisons. Déjà, alors si je prends le cas de Paris, enfin pour moi en fait, si tu as des investisseurs en fait, et je pense qu'en fait on risque de tomber sur cette réponse un peu tous, c'est que il faut derrière que le projet soit stable, le projet soit cohérent et que il y ait une vraie faut que ce soit réfléchi en amont avant d'arriver et juste dire vas-y on va mettre de l'argent, on va essayer d'en faire un peu et peut-être que dans 3 ans on n'est plus là. Là, pour le cas de Paris, le projet il est sorti de terre en 2018 officiellement, mais David Kahn il travaille dessus depuis 2016. Ils ont passé 2 ans dans les 2 ans à travailler déjà avec la ville de Paris, mais du coup en souterrain pour sortir un projet, arriver en Pro B évidemment, parce que du coup il y a le rachat des droits du HTV. Alors moi je suis pour tout simplement parce que s'il y a de l'argent, c'est qu'il y a de l'ambition, c'est en fait c'est pour le développement du sport et du coup du basket français. C'est toujours mieux d'avoir de l'argent et de pouvoir se montrer. Aujourd'hui, la Jeep Elite serait pas un championnat aussi reconnu si par exemple l'Asvel était pas cette locomotive qu'elle est actuellement avec des résultats en Euroleague, avec une licence A
en Euroleague qui va lui permettre de rester 10 ans dans la compétition, notamment parce que Tony Parker est passé par là. Moi, je trouve vraiment que les investisseurs, évidemment, ça peut couper aussi l'âme du sport, et dites-le nous dans le chat, hein, mais du coup, moi, je pense que c'est un peu brouillon tout ce que je vous raconte, mais moi, je suis pour, tout simplement parce que ça met plus en lumière le sport, et du coup, le basket français, ça amène des clubs au plus haut niveau, et ça force tous les clubs avec à la concurrence et être meilleur. Écoute, je pense qu'on est un peu tous sur le même avis, mais je vais demander vos avis un par un avant de dire un avis qui nous a bien marqué sur les réseaux. Etienne, t'en penses quoi de ton côté là-dessus? Bah, je partage un petit peu cet avis, en fait, dans le sens où, ok, les investisseurs c'est bien, mais il faut que ça soit bien fait. Il faut que ça soit fait au bon moment. Mais surtout, là, est-ce que la saison de Pau aurait été aussi mauvaise s'il n'y avait pas eu toutes ces rumeurs justement autour du rachat? Peut-être que ça a envoyé enfin une sorte d'atmosphère un peu toxique autour du club, qui doit sûrement toucher aussi les joueurs, qui doivent pas savoir trop de quoi ça sera fait demain. Donc, comme dit Flavien, quand c'est bien préparé à l'avance et que c'est fait un petit peu en silence et que le projet est dévoilé au dernier moment, je pense que c'est beaucoup mieux. Et surtout quand on a un projet comme celui de Pau, en fait, pour moi, ça serait une meilleure idée qu'ils redescendent en Pro B la saison prochaine, parce qu'ils pourraient beaucoup plus structurer leur club quand ils seront en Pro B à la manière de Paris, avec notamment en exploitant des jeunes talents ou des choses comme ça. Parce que pour moi, en fait, le modèle du Paris Basket, il est superbe dans sa conception. Après, au niveau de la forme, par exemple, le discours qui est donné sur les réseaux sociaux, parfois, c'est un peu pas trop ma cam, genre dans le sens où ça fait un peu boomer, avec comme si c'était des personnes un peu plus vieilles qui voulaient faire un peu jeune. C'est un peu le ressenti que j'ai de l'extérieur parfois. Après, je peux me tromper, hein. Mais oui, Pau, moi je trouve que c'est un projet qui peut avoir fière allure, mais il faut le faire bien évidemment, et le fait de l'avoir un petit peu travaillé et de l'avoir dévalé en avance, ça a créé quelque chose de, je pense, nocif au club. Et il faut pas oublier, je pense que, enfin, si on est là, c'est qu'on aime tous le basket, donc forcément, si on voit des plus belles choses sur le terrain, on sera forcément content, donc il n'y a pas trop de problème par rapport à ça, quoi. Enfin, ça paraît logique pour tout le monde, je pense. Plus d'argent, plus de niveau, tout simplement. Au côté, Colin, tu penses comme nous? Ouais, je suis d'accord, complètement d'accord avec eux. C'est sûr que quand il y a de l'argent, c'est tout de suite mieux, mais après, faut pas non plus en abuser, comme on dit. C'est ça. Mais après, du coup, on va dire le problème qui s'installe, ça serait, bon, on fait toujours des parallèles par rapport au foot. Justement, on va en parler juste après avec un avis d'un spectateur. Mais est-ce que ça risque pas de créer, comme on le connaît au foot, des trop grosses Vous allez bien distances entre le premier et le dernier, comme avec Paris au foot ou dans n'importe quel sport? Je sais pas ce que vous en pensez là-dessus. Du coup, moi je suis fan du PSG depuis que je suis gamin, donc je peux te dire que je suis vraiment très heureux depuis que les Qataris sont arrivés au PSG. Non, mais c'était cool de supporter le PSG quand il y avait Vicage Dorasso et Jérôme Roten. Ça allait beaucoup plus quand il y avait Ibrahimovic, Neymar et Mbappé. Donc déjà sur ce point-là, je peux vous dire que en tant que fan, tu t'amuses déjà beaucoup plus quand tu as des investisseurs, et que du coup tu peux voir un peu de jeu, en l'occurrence du foot, mais du coup du basket dans le sport pour lequel on débat aujourd'hui. Et moi je vais te dire qu'à l'inverse du PSG, le PSG arrivait avec des moyens à l'époque en Ligue 1, avec des moyens qui sont démesurés, qui le sont quasiment toujours maintenant à l'échelle de la Ligue 1, qui font que quasiment de facto ils sont assurés d'avoir la première place, ou quasiment. La différence au basket et en JP League, elle va pas être si énorme que ça dans les moyens, et donc dans le niveau des joueurs que tu vas avoir. Aujourd'hui, l'Asvel, c'est peut-être la grosse étoile de la JP League. Bah, elle va attirer des grosses stars, mais entre l'Asvel ou une autre équipe de Euroleague, en fait, la différence, elle est pas énorme. Donc, bah, un joueur, par exemple,
quand il voit ce qui se fait à Lasvel, bah, il pourrait toucher la même chose, peut-être, je sais pas, en Allemagne avec le Bayern, et qu'il pourrait toucher avec l'Olympiakos, avec le Real Madrid, etc. Moi, je pense que des investisseurs, il en faut plusieurs. Pas forcément, il en faut pas que un pour avoir une seule locomotive, mais plusieurs équipes qui se mettent au même niveau, qui vont se battre pour le titre, qui vont faire en sorte que le championnat s'élève, que ce soit au niveau sportif, mais surtout au niveau financier et au niveau de la communication en dehors de France, parce que c'est ça qui est important, hein, c'est que le championnat français à la fin puisse être dans les tout meilleurs d'Europe. Moi, je pense pas que quelques investisseurs vont faire qu'il y aura vraiment un écart entre les top teams en GP Elite et on va dire les équipes qui n'ont pas ces investisseurs étrangers, qui n'ont pas forcément presque un argent illimité, on va dire. Mais ce qui est important de dire, c'est que, il faut bien en être conscient, les investisseurs dans le basket, ça existe déjà. Tony Parker, tout simplement, en fait. C'est un investisseur, même si... Ouais, j'en parlais tout à l'heure, c'est pour ça, ouais. Ouais, l'image qu'on a des investisseurs, c'est souvent des gens qui viennent de l'étranger ou des choses comme ça, comme David Kahn, ou même au foot comme Nasser El Khelaifi du Qatar ou de l'Arabie Saoudite ou des Émirats Arabes Unis. Mais Tony Parker, qui est français, c'est un investisseur. À Monaco aussi, ils ont des investisseurs russes. Mais pour moi, en fait, ce qui est important, c'est d'arriver à trouver cette limite-là entre le sport loisir et le sport business. Dans le sens où, certes, le but pour un club, c'est de faire de plus en plus d'argent, mais ça reste quand même un plaisir de voir du basket. Ça reste une ambiance conviviale, une ambiance qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et forcément, si ça devient un peu trop huppé, entre guillemets, c'est peut-être ce que je peux reprocher parfois au PSG, avec des prix des places qui augmentent un petit peu trop à mon goût. Et du coup, on se retrouve avec une population qui est un peu plus de la haute, si on peut dire ça comme ça. Même si, c'est un petit peu dommage, mais je pense que le basket reste plus un sport convivial et un peu plus familial que peut l'être le foot, par exemple. Rien que par exemple dans le basket en JP Elite ou en Pro B, on a des histoires de famille ou des choses comme ça, des choses qu'on retrouvera pas forcément dans le foot, ou en tout cas dans une moindre mesure. Et donc c'est pour ça que les investisseurs, ils doivent pas non plus dénaturer l'amour qu'on a pour ce sport et le côté familial qu'a réussi à développer le basket depuis toutes ces années. Moi par exemple, je suis plus en faveur du rachat par des gens de Pau, par exemple, comme Darnozan ou Thion, pour le rachat de Pau, plutôt que des Américains, même si les Américains donneront sûrement beaucoup plus d'argent, mais ça va dénaturer l'identité de Pau. Et des entités comme le Derby, par exemple, face à Limoges, aura peut-être perdu tout son sens, quoi. Voilà, et juste une dernière chose à dire par rapport on va dire au fait que l'Asvel, qu'il y aurait plusieurs clubs qui seraient en tête de wagon. À savoir que si Monaco bat Budućnost de plus de 2 points en huitième de finale retour, ou en quart de finale retour, pardon, de l'Eurocup, et si le Valois arrive à s'en déparpouiller, forcément on pourrait avoir potentiellement une équipe en Euroleague, une seconde équipe française en Euroleague l'année prochaine, et ça serait vraiment très très bien. Commentaire là dans le chat qui vient de tomber. Vous avez parlé de Tony Rotten hors de forme. On aurait dû faire 2 heures de Tony Rotten, en fait, je pense. On en a parlé dans les news au début. Donc on a dit. Après, si les gens veulent dire ce qu'ils en pensent, il n'y a aucun souci. Hein. Ouais, dites, Non, mais, vous en pensez. par exemple, à quel point l'arrivée de Tony Rotten aussi a été. Moi, je me pose la question, en fait, est-ce que l'arrivée de Tony Rotten, elle était corrélée avec la potentielle arrivée d'investisseurs américains, dans le sens où tu mets déjà un premier joueur un peu qui va faire de la lumière, voir comment ça se passe. Moi, je sais pas, est-ce que vous pensez aussi que c'était pas uniquement que pour le sportif qu'ils l'ont pris? Ouais. Possible, même sûr. Enfin, tu vois, c'est un peu un symbole de Philadelphie quand même, ce mec-là. Enfin, de l'époque Embiid et tout ça, et au final, on est d'accord pour dire que c'est un ultra gros flop. Et c'est surtout le danger, en fait. Le danger, il est là, c'est à partir du moment où des investisseurs vont venir et qu'ils auront plein de bif, ils vont mettre plein d'argent sur des imbéciles comme Tony Rotten. Enfin, je suis désolé, c'est un peu le mot.
au lieu de donner des minutes à des jeunes Français qui ont envie de se développer. C'est pour ça que je dis que la stratégie de Paris, elle est bonne. Bon, à part Checkways, évidemment, mais ça, c'est un petit... C'est un petit... Comme ça, il jouera pas de toute façon. Voilà, c'est ça. Mais tu vois, par exemple, Paris aurait pu très bien dire, bah non, on va prendre que des ricains, enfin que des gros joueurs américains, 4 joueurs étrangers, un américain et puis tu prends 3 mi-américains, mi-autre chose, alors qu'il a jamais vécu et qu'il a une arrière-grand-mère monténégrine au dernier moment. Et au final, genre, je trouve qu'ils ont réussi à créer quelque chose d'assez intelligent avec les jeunes, plus l'addition des joueurs talentueux français aussi, enfin des joueurs un peu plus expérimentés. Donc pour moi, le modèle de Paris, c'est une sorte d'exemple d'un investisseur qui a bien réussi, même si on voit qu'il y a toujours un souci de légitimité, malheureusement, aux yeux du public. Ouais, je peux juste rebondir. Après, peut-être on donne la parole à Colin, mais pour Paris, moi, ce que j'attends, parce que effectivement, le début du projet, pour moi, est cohérent avec les jeunes. Moi, je suis assez curieux de voir la suite, parce que l'objectif de Paris, c'est pas que ces jeunes restent à Paris. L'objectif de Paris, c'est que Ismaël Kamagaté et Jeanne Béguin, notamment, du coup, ils traversent l'Atlantique et jouent un billet, peut-être dès cette saison, peut-être pour celle d'après, mais en tout cas que ce soit à très court terme. Et que du coup, Paris touche les États-Unis via ces joueurs-là. Je suis très curieux de voir comment va se développer le projet derrière, surtout s'il n'y a pas encore de montée en JP League cette saison, ce qui se profile pour l'instant. De voir est-ce qu'on garde le même modèle de jouer avec des jeunes, donc on ne s'assure pas de la régularité au niveau des résultats, ou est-ce que on va prendre des joueurs confirmés est-ce que Paris va jouer clairement sa chance, parce que la salle à Paris, juste pour vous dire, elle arrive en 2023. De base, c'était 2021. Donc, ça veut dire que là, par exemple, le projet de Paris lancé en 2018, il visait la montée cette année. Ça leur sera peut-être pas, même s'ils la visent, ça le sera peut-être pas. Ils ont un sursis de 2 ans, mais dans 2 ans, il faut vraiment que Paris soit monté en JP Elite. Si c'est pas monté, attention. Voilà. Ouais, mais tu vois, est-ce que, même si David Kahn a déjà beaucoup d'argent, est-ce que en récupérant les droits de draft de Gamagaté et de Bégarin, enfin à savoir s'ils seront draftés ou pas au premier ou au second tour, ils vont quand même se faire beaucoup d'argent qui leur permettra ensuite de racheter des gros joueurs. Non, mais je sais plus combien exactement. Je crois que David Kahn l'année dernière avait déjà injecté 6 millions d'euros dans le club. Que ce soit en termes de structure, de salaire de joueurs, etc. Ouais, je te vois, Aurélien, mais du coup, c'est déjà beaucoup d'argent et ça reste en fait qu'un club de Pro B. Alors certes, quand je dis 6 millions, c'est vraiment on crée tout, il y a rien, mais ça fait quand même pas mal d'argent. Et à terme, il va falloir que Paris puisse monter en GP pour passer en fait sur la phase 2 du projet de ce club. Voilà. Moi, je vous propose juste avant de finir, c'est de voir l'avis de notre viewer qui a été très intéressant avec son premier tweet. Donc, je sais pas si on a mis dans l'ordre. Non, c'est pas dans l'ordre. Donc il avait dit, il y a aussi avec le Covid le besoin de trouver d'autres sources de financement, car les villes, etc. avec le Covid ne pourront plus financer largement le sport avec le denier public. Et c'est exactement, on est totalement d'accord avec ça. Il dit d'ailleurs, l'avenir du sport européen passe de toute façon par la supranationalité avec des championnats avec plusieurs équipes européennes. Cela permettrait d'attirer l'argent. Un club comme Orléans avec une salle de 10 000 places en 2023 ne pourra être pleine que pour des matchs européens ou à fort enjeu. Ça, c'est vrai également. Ouais, mais même ça, sans le Covid, c'est sûr que ça aurait été le cas. Hein. Il dit également, un vrai fan sera toujours content de voir une personne, un groupe d'investisseurs mettre de l'argent. Si sportivement le club se développe, grandir serait forcément positif, comme tu disais Flavien. Cependant, il faut cela pour plusieurs clubs, car sinon la Pro A va vite devenir comme la Ligue 1 sans intérêt. On en a un peu répondu là-dessus. Et il finit par dire, le problème est le risque de créer un championnat à 2 vitesses, avec par exemple un club trop fort et des clubs arrivant de Pro B condamnés à jouer le maintien. Le championnat israélien, il me semble que c'est ça. Par exemple, 67 ans d'existence, 54 titres pour le Maccabib, aucun intérêt. Donc c'est clair. Donc, que voilà, dire de plus à mon avis, pas grand chose à dire de plus. Je sais pas si tu as un retour du sondage, Étienne, qu'on a fait.
Bah, tout le monde était pour les investisseurs. Après, en général, je pense que c'est plus du côté, enfin, la manière dont est utilisé l'argent qui est plutôt une préoccupation. Et En juste, fait, et Dern a rajouté juste une petite chose pour l'Eurocup. En gros, c'est le vainqueur de l'Euro. Enfin, il y a que le vainqueur de l'Eurocup qui va en Euroleague. Mais ça, c'était normalement, c'était l'ancien modèle de l'Euroleague. Mais cette saison, maintenant, il y a 2 tickets pour enfin, pour la saison à venir. Il y a 2 tickets normalement pour les 2 finalistes. Il me semble, si je dis pas de bêtises. non, il a raison. Il a raison, il a raison. Il dit qu'en fait, si Valence joue pas les playoffs d'Euroleague, il y aura un deuxième ticket Ouais, mais justement, non, normalement, pour en une gros, équipe. normalement, il y a eu un nouveau C'est changement. fini Enfin, ça? il y a eu un nouveau Ok. changement à partir de. Il me semble. Après, je suis pas sûr. Hein, Moi, il me semblait avoir lu aussi pareil qu'Edern, mais bon. Mais du coup, juste, je voulais rajouter un truc, peut-être contre justement les investisseurs, parce que dire qu'on veut des investisseurs dans le basket, c'est cool. Mais en fait, il faut qu'il y ait l'argent. Et il y a eu des exemples d'équipes. Alors là, je prends pas forcément exemple sur le basket, mais notamment dans le foot, où il y a des promesses d'investissement de milliardaires. Frank McCourt. Frank McCourt, moi je pensais plutôt, comment il s'appelait à Lille, celui qui avait pas resté longtemps. Gérard Lopez. Gérard Lopez, hein, qui voulait racheter l'OM d'ailleurs, il me semble. C'est ça. Qui a fait croire à un projet absolument fabuleux pour le LOSC. Et arrivé au moment de mettre l'argent sur la table, ah bah il n'y avait plus personne. Et du coup, le LOSC a mis un peu de temps quand même à s'en remettre. Alors maintenant, c'est une bonne équipe de Ligue 1, mais il faut aussi s'assurer que l'argent, alors les investisseurs, c'est cool. Par exemple, pour l'élan Bernet, si les Américains, si Rick Pitino vient avec toute une petite mallette remplie d'or, c'est sympa. Mais il faut que la mallette soit remplie d'or et pas de plomb ou d'un autre métal en carton qui fasse que l'élan se casse la figure. Aujourd'hui, par exemple, si le HTV est repris, j'espère pour eux en tout cas que ce sera un projet sur l'avenir intéressant et avec des vrais moyens et pas juste un coup d'épée dans l'eau. Et juste pour ajouter, du coup, il y a un gros débat dans le chat, mais du coup, je viens de regarder sur Wikipédia. Pour la saison 2021-2022 de l'Euroleague, donc la saison prochaine, on aura 13 licences longues, 5 licences annuelles, avec un wildcard de 2 ans, c'est ça, et deux wildcards de 1 an, et les 2 finalistes de l'Eurocup. Donc là, normalement, c'est sûr et certain que, en gros, si les Metropolitans gagnent et Monaco gagne, s'il y a Monaco Levallois en demi-finale, il y a un Français en c'est ça. Euroleague. C'est ça. Ok. Parce que j'avais un doute, mais oui, j'ai eu la confirmation, c'est bien ça. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce focus. Et puis bah on va passer du coup directement à l'entretien de la semaine. Pour ceux qui n'étaient pas là au début de l'émission, cet entretien a été fait pas en live. Donc ça a été fait cet après-midi avec moi-même parce que Jean-Denis Choulet, le coach de Roanne, a décidé de changer tous ses plans à la dernière minute et de mettre un entraînement le mercredi soir. Du coup, ça n'a pas permis de mettre Steve avec nous en live. Donc voilà. Bah, écoutez, moi ce que je vous propose c'est qu'on commence du coup directement avec l'entretien et puis moi on se retrouve à la fin de tout ça. Donc à tout à l'heure l'équipe et bon entretien de la semaine avec Steve Olifant. Ok l'équipe, petit souci technique avec la vidéo, Etienne est actuellement en train de travailler dessus. Alors, hop. Donc Etienne est actuellement en train de voir ce que ça donne. Bon, si tu veux, on repart sur le focus. Il y avait peut-être encore des choses à dire. En attendant. Donc là je sais pas, on est en train de voir ce que ça donne pour le focus. Pour l'entretien de la semaine avec Steve Oyufat. Pour donner un point résultat, du coup, parce que là, il y a un match en Pro B, là, Nancy qui mène à la mi-temps 37-31 contre Souffle, avec déjà 10 points de Ron Lewis. Donc, déjà, ce qui paraît déjà très, on va dire, normal, un jour de plus au bureau pour Lewis et Nancy face à Souffle. Qui, d'ailleurs, s'il continue à perdre autant de matchs, risque fortement
de finir dans une rubrique du côté de la Pro B qu'ils aimeraient pas trop. Je sais pas, je sens comme ça. D'ailleurs, pour combler, j'aime beaucoup ta petite statue derrière toi, Colin. Ah oui, Rudy Gobert. Ah, bah, elle vient des États-Unis en plus. Hein. Incroyable. C'était Sérieux cette nuit, Ouais, vraiment. c'était cette nuit ou la nuit d'avant, là, le match de Rudy Gobert où il est avec 9 contre et quasiment triple-double, là. La nuit d'avant. La nuit d'avant, putain. Ouais. Lundi soir. Ah, il était un peu énervé. Ouais. Alors, Étienne, on en est où? Bah écoutez, on va continuer encore un petit peu pour voir ce que ça donne. Et si jamais, dans le pire des cas, que la vidéo ne fonctionne pas, je vous la mets directement sur YouTube là à la fin de l'émission. Ah, on teste Moi, une équipe. j'ai une petite question. Vous avez parlé ou pas de Cholet-Boulazac? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas de la décision? Ah putain, on n'a pas du tout parlé. Pas du tout parler, effectivement. Ouais. Heureusement que Colin est là quand même. Et c'est une honte. C'est une honte. Voilà, Bah c'est tout ce que j'aurais à dire. écoute, j'ai vu brièvement, c'est parce qu'il y avait des cas à Cholet, c'est ça? Ouais, bah, pour expliquer, c'est la LNB, en gros, il y a eu des cas positifs juste avant le match. Mhm. On savait pas si le match allait se jouer. La LNB faisait le forcing pour jouer. Et c'est le maire de Cholet, dont le nom m'échappe totalement maintenant parce que je le connais pas. Gilles Bozoulex. Exactement, qui a en fait fait fermer la salle pour que le match ne joue pas. Et du coup, la LNB a statué là dans la semaine disant que c'était la faute de Cholet s'ils n'avaient pas joué et que du coup, le match était perdu sur tapis vert. Ce qui fait quand même la deuxième victoire de Boulazac cette saison. Fantastique. Hein. Ça, ils gagnent des matchs sans jouer et ils perdent. Bah, ils perdent. Quand ils jouent, ils perdent. Quand ils jouent pas, ils gagnent. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Colin, de ça? Bah moi après la décision, je suis pas d'accord, je trouve, parce que les deux équipes se sont mis d'accord pour pas jouer. Donc, Ouais, et je puis, pense. il y a un problème de santé là pour le coup. Il y avait quand même 5 joueurs qui étaient positifs. On va pas faire jouer une équipe où tu as potentiellement d'autres positifs contre d'autres. Enfin, juste sur un plan sanitaire, c'est une catastrophe quoi. Ouais, et même les trois arbitres, ils ont décidé de pas jouer le match. Donc dans tous les cas, s'ils voulaient jouer, il n'y avait pas d'arbitre. Donc le match aurait pas eu Ouais. lieu. Il y a Eden qui dit décision honteuse dans le chat. Ouais. Ah, on est tous d'accord là-dessus. Enfin, là, en fait, on parle même pas de sport, on parle juste de cohérence et juste de réfléchir 2 minutes. Si le match peut pas jouer parce qu'il y a des cas positifs, et je suis pas sûr que ça rentrait vraiment dans le protocole de la LNB, le match en question, on annule. Il y a pas mort d'homme. Au contraire, justement, si t'annules, il n'y a pas mort d'homme. Donc bon, on va pas forcer. Dans une salle de basket, t'as pas que des jeunes non plus. Vaut mieux pas aller infecter n'importe qui au Covid. Je pense que la situation est déjà suffisamment grave pour qu'on se rajoute des problèmes comme ça. Et bah du coup, ça va un peu dans la droite ligne de la LNB depuis je sais même pas depuis quand. Je saurais même pas dire. Ah, ton club, du coup, Colin va perdre 10 000 euros. En plus, ah oui, non, en plus, il y a une amende. Ouais, Non, c'est un peu plus que ça en plus. Hein. C'est il y a quasiment 10 20 000 000, euros pour quasiment 20 000. Boulazac et 10 000 euros pour les arbitres, pour après Ouais, la t'as fête les de frais, match. t'as les frais du match et tout. Hein. Ouais, il y a tout. Catastrophe. Ah bah écoute, Colin, ton club passe. Non, et puis enfin, c'est un peu à dire aussi, mais c'était un match important pour Cholet en fait à gagner. Parce que ils sont pas si bien au classement que ça et il fallait prendre une victoire qui semblait quand même une victoire facile. Et la LNB en a décidé autrement. Attention, du coup, à ce que ce soit pas un tournant pour la saison de Cholet. Et aussi peut-être pour celle de Boulazac, peut-être que ça va être un boost, hein, je sais pas, une victoire comme ça. En tout cas, non, si on est plus ou moins tous d'accord sur la même ligne, hein, c'est honteux et non, c'est une vraie catastrophe. Du coup, Étienne, décision finale. Ça ne fonctionne pas. Parce qu'en gros, pour vous expliquer, on fait des captures de fenêtres pour vous diffuser. Et là, on me l'a envoyé enfin, ça a été envoyé sur VLC. Et donc, l'idéal, ça aurait été de la mettre sur YouTube avant l'émission. Comme ça, on fera ça pour les prochaines fois au cas où. Et ça sera plus pratique. Mais là, du coup, je n'arrive pas à le faire. Et y a pas, la capture de fenêtre vers VLC n'est pas possible.
Voilà, donc vous comprenez sûrement pas ce que je suis en train de dire, mais ça veut dire que ça marche pas. Donc bah écoutez l'équipe, ça ne fonctionne pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre du coup l'entretien sur YouTube directement. Et puis bon, je vais vous partager le lien sur Twitter et Instagram. Comme ça, vous aurez la possibilité de regarder dès ce soir l'entretien. Je vais le mettre au plus vite. Là, je vais le faire dès que le live se finit. Je vous le mets et j'espère que ça va vous plaire. Du coup, on va pouvoir quitter le live là-dessus. Donc voilà, désolé de cette comment on peut appeler ça, de ce Bah, c'est problème, problème technique, ouais. problème technique et C'est imprévu. pas le premier, ce sera pas le dernier, hein, je vous rassure. C'est une petite marque de fabrique. Donc voilà l'équipe, bah, merci à vous d'avoir été là dans le chat. Vous avez quand même été pas mal ce soir. Ça fait plaisir d'avoir. Il n'y a pas 20 000 personnes, mais bon, ça fait quand même. Ça monte de plus en plus chaque semaine. Donc on vous en remercie pour ça. Et puis bah, on se retrouve du coup sur YouTube juste après. Je vais vous la mettre directement. Ça va arriver très vite. Hein. L'entretien dure une demi-heure avec Steve Oyufat. Du coup, je vous la mets sur YouTube. Je vous envoie tout ça sur les réseaux et faites-vous plaisir. Et puis bah, on se retrouve du coup semaine prochaine. Merci à vous les mecs d'avoir été là ce soir. Yes, bonne soirée à Yes. tous. Avec plaisir. Et puis bah du coup on se retrouve semaine prochaine. Et puis bah rendez-vous semaine prochaine pour. N'hésitez pas d'ailleurs, je le redis. Dites-nous dans les commentaires YouTube si vous avez des idées d'invités pour les prochaines émissions. Et abonnez-vous. Voilà. Et abonnez-vous, oui, abonnez-vous sur Twitch, sur YouTube, mettez des likes, mettez des commentaires, tout ce que vous voulez. Donc voilà, donc à très vite l'équipe et on se retrouve semaine prochaine. Salut. Ciao. Salut.